Voilà. Alors, donc, on continue nos histoires de réveil. Alors, j'avais prévu donc, de finir la semaine prochaine, mais enfin, on a fait une semaine de décalage, du coup, ben, on n'aura pas le temps de finir. Bon, c'est pas très grave, on finira ça en septembre. Alors, vous êtes avec la main qui est affichée là. Votre partenaire a réveillé par un pic sur un carreau. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, je vais vous mettre muet. Voilà. Alors, ça, c'est un truc aussi qui est important. On a vu donc la semaine dernière, enfin la dernière fois, que quand votre partenaire est réveillé par un pic, il était limité à 13. D'accord? Bien. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une manche? Est-ce qu'on peut gagner 4 pics? La réponse, non. Vous avez 7 points. Il n'y a strictement aucun espoir de gagner 4 pics. D'accord? Donc, à quoi ça sert de dire 2 pics? À rien. Le contrat de 2 pics, il n'amène pas de points supplémentaires par rapport au contrat de un pic. D'accord? Donc, dire un pic, 2 pics, c'est pas pour l'idée de jouer 2 pics plutôt que un, puisque ça n'amène rien. D'accord? L'idée de dire 2 pics, c'est toujours dans l'espoir de pouvoir en jouer plus. Quand le partenaire. Alors, on empêche les autres de parler, nous dit Jacques. Alors, Jacques, tu peux envoyer ce genre de message, c'est mieux de l'envoyer à tout le monde. Donc, on empêche les autres de parler. Ben, franchement, ils se sont empêchés tout seuls, non? Un carreau passe, passe. Un pic passe. Est-ce qu'on a besoin de barrer ces gens-là? D'accord? Bon. Donc, l'enchère de 2 piques ici ne peut se concevoir que dans l'hypothèse où on pourrait récupérer une manche si le partenaire était maximum et avec une main un peu distribuée. D'accord? Bon. Avec 7 points, même si le partenaire est maximum, même s'il a un beau bicolore, on n'est pas en position de pouvoir faire une manche. D'accord? Donc à partir du moment où on n'est pas en position de faire une manche, il n'y a aucun intérêt à barrer des adversaires qui se sont barrés tout seuls, puisque l'autre est passé sur un carreau, le joueur n'a pas reparlé. Enfin bon, visiblement, ils n'ont pas l'intention de se manifester, ces gens-là. D'accord? Donc du coup, ça n'a pas d'intérêt d'aller dire deux piques. Parce que si vous dites deux piques, votre partenaire, s'il est maximum, d'accord, il sera en droit de reparler. D'accord? Donc, la zone de l'enchère de deux piques ici n'est pas la zone habituelle 7-10 ou 8-10 DH comme sur une intervention au palier de 1. Une intervention qui peut monter jusqu'à 17 points d'honneur. D'accord? Bon. Mais déjà, quand on dit deux piques sur une intervention, bon, le maximum c'est le même que sur une ouverture, c'est 10 DH, mais le minimum il est déjà plus haut. Ouais. Pourquoi? Parce que l'intervention est plus limité en maximum 17-18 qu'une ouverture qui peut monter jusqu'à 19, 20, 21. D'accord? Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de raison d'aller dire deux piques puisqu'on n'a aucun espoir de manche et il faut passer. Donc, on en déduit qu'avec la main d'en dessous, qu'est-ce qu'on va faire avec la main d'en dessous? Qui a 10 points d'honneur, 11 DH. Ben voilà. Vous voyez, ça fait il faut bien comprendre que les enchères au bridge, ce qui compte, c'est pas la force d'une main pour faire une enchère, c'est la force de la ligne. Quand on enlève des points pour la même enchère à un joueur par rapport à une autre situation, pour faire la même enchère en face, il faut lui rajouter. Oui, c'est toujours le problème de vase communicant pour qu'on soit toujours au même plan. Donc, l'enchère de deux piques ne se conçoit que dans l'hypothèse où on pourrait faire quatre piques si le partenaire était maximum. D'accord? Donc, du coup, c'est pas la zone 8-10 habituelle. Et ça devient une zone supérieure qui est à peu de choses près de 11 à 13. C'est-à-dire que sur deux piques, votre partenaire, s'il a réveillé avec 12 ou 13 points d'honneur, surtout s'il a un singleton, eh bien, il est autorisé à reparler, à faire au moins un effort, voire à dire 4 piques. Voire à dire 4 piques. D'accord? S'il a une main vraiment très distribuée, un 5-5, les machins comme ça, il peut dire 2 piques, 4 piques. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il ne faut pas dire 2 piques avec la main du haut, parce que sinon, si votre partenaire a même de 13 points d'honneur avec un 5-5, on n'est pas dans la zone de manche. D'accord? Vous avez compris le principe? Bien. Alors, du coup, avec cette main-là,
Alors là, vous avez l'ouverture avec un fit de 4 cartes. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça? Quand vous avez passé en second avec l'ouverture et que votre partenaire réveille, il faut faire une enchère de force. D'accord? Alors, 3 piques, non. C'est pas 3 piques, ça ne va pas être ces mains-là. 2 carreaux, c'est déjà plus proche de la vérité, mais c'est pas ça non plus. Essayez de me trouver une enchère qui permettrait de dire que j'ai 4 atouts. Alors, 3 piques, ça veut dire que j'ai 4 atouts, mais faites un parallèle avec les enchères qu'on a en réponse à une intervention. D'accord? En réponse à une intervention, comment on dit j'ai un espoir de manche avec un fil de 4 cartes? Ouais, voilà. C'est 3 carreaux. D'accord? Alors, en réponse à une intervention, la zone de ce 3 carreaux, c'est 11, 13 DH, 11, 12 DH, d'accord? Dans ces eaux-là. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'équivalent d'une zone limite en face d'une ouverture, d'accord? Bon. Mais là, on est face à un réveil qui est limité à 13. Donc, toujours le problème des vases communicants. J'enlève des points à l'enchère de un pic par rapport à une intervention, je rajoute des points aux mêmes réponses. Ouais. Donc, la réponse de 3 carreaux qui, sur une intervention, veut dire j'ai 11-12 DH, c'est-à-dire aux alentours de 9, 9, 10, 11 points d'honneur, d'accord? Bon. Et bien, en face d'un réveil, ça veut dire j'ai l'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est 12-14, à peu de choses près, avec un fit de 4 cartes. J'ai passé avec une ouverture, donc je ne pouvais pas contrer un carreau parce que j'avais trop de carreaux, d'accord? Voilà. Et j'ai 4 atouts. D'accord? Voilà. Et donc votre partenaire, bah, du coup, il sait que vous avez une main 12-14 avec 4 atouts, il en fait ce qu'il veut. Si vraiment il est faible, il dit 3 piques, s'il n'est pas complètement nul, il dit 4 piques. D'accord? Alors la main du bas, 9 points d'honneur seulement, mais 4 atouts et un cingleton. Donc ça, à votre avis, ça va se traduire comment? Non, alors non. D'abord, il n'y a pas de splinter dans dans les autres couleurs que celles de l'adversaire, normalement. Alors, 200 atouts, non. 200 atouts, ça serait naturel. Et puis, Splinter, ça serait à la manche. Hein. Donc, si votre partenaire. Je vous rappelle que quand il réveille par un pic votre partenaire dans cette position, il peut avoir 7 points d'honneur. Hein. D'accord? Bon. Donc, dire 4 pics ou un splinter, ça serait, en imaginant que ça existe, ça serait quand même exagéré. Voilà, 3 pics, ça va être la bonne zone. Et ça ne peut pas être un barrage. Vous voyez, donc, ça n'a pas de sens de faire des barrages contre des adversaires qui ont dit un carreau passe et passe. On ne barre pas ces gens-là. Hein, ça n'a pas de sens. D'accord? Voilà. Donc, l'enchère de 3 pics, c'est encourageant, évidemment, pour jouer 4 pics. Ça promet 4 atouts, mais pas l'ouverture, parce que sinon je dirais 3 carreaux comme avec la main du haut, d'accord? Mais plutôt un cingleton, c'est une main dans ces eaux-là, quoi. D'accord? Voilà. Et donc une main plutôt distribuée. D'accord? Alors on continue. Celle-là. L'ouverture avec un fit de 3 cartes seulement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est plus facile. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire un cubide. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le débat qu'on avait eu dans le cours d'avant pour savoir, enfin non pas dans le cours d'avant, mais dans un des cours d'avant, enfin, je sais plus, il y a quelques semaines, on avait parlé de ça. On avait parlé sur une intervention à un pic, un carreau, un pic en second, passe, est-ce que le cubide à 2 carreaux promettait le fit à 100% ou à 98%? Hein, vous vous rappelez de ce débat-là? Il dit que tout le monde n'était pas d'accord. Et que dans le CEF, c'était fité à 98%, mais que ça pouvait ne pas être fité dans les cas où on a des mains régulières de 13 points et plus sans arrêt dans la couleur adverse. Et je vous avais dit que je détestais cette façon de procéder et que moi, je préférais jouer le cubide fité à 100%. D'accord? Bon. Alors, pourquoi? Parce qu'avec les mains non fitées,
sans arrêt dans la couleur adverse de plus de 13 points, on peut toujours faire un changement de couleur forcing en mineur, donc dans l'autre mineur, donc à 2 trèfles par exemple, même éventuellement dans seulement 4 cartes. Bien, voilà, et que ça, c'est pas très gênant. Mais ça n'est vrai que parce que le changement de couleur est forcing. Or, quand on a passé sur l'ouverture adverse, que le partenaire réveille et qu'on fait un changement de couleur, ce changement de couleur n'est pas forcing. Donc, ça va évidemment changer les données du problème. Et donc, on va considérer que ce qubit précis là, de la première séquence est un qubit qui est le plus souvent fité, mais pas toujours. Parce que sinon, regardez la main du bas. Ouais. Si le partenaire était intervenu à un pic, ça avait été un carreau à gauche, un pic en face, passe, moi je dis 2 trèfles avec cette main-là, et ça ne me gêne pas d'en avoir que 4. C'est pas très grave de mentir sur la longueur d'une mineure. C'est beaucoup moins grave que de mentir sur l'existence d'un fit ou pas d'un fit dans une majeure. Bon. Donc je dis 2 trèfles. Et ce 2 trèfles est forcing. Mais sur un réveil à un pic, le changement de couleur à 2 trèfles n'est pas forcing et ne peut pas l'être puisque j'ai passé sur un carreau. Donc j'ai limité ma main quand même quelque part en passant sur un carreau. Comme mon partenaire a pu réveiller avec des mains parfois de 6 points ou 7 points, je ne peux pas faire une enchère forcing si je ne suis pas fité, ça n'a pas de sens. Donc du coup, je ne peux plus dire 2 trèfles avec seulement 4 cartes. Donc je vais de temps en temps être malheureusement obligé de faire un qubit alors que je n'ai pas le fit. D'accord? Mais ça sera des situations rares, c'est des mains d'au moins 14 points sans arrêt dans la couleur adverse. Bon, si mon partenaire est très minimum de son réveil et qu'il n'a pas 4 cartes à cœur, il dira 2 piques et je passerai sur 2 piques. D'accord? Bon, et on jouera en 5 et 2, c'est pas gravissime, gravissime, gravissime. D'accord? Voilà. Bon. Et puis, il n'y a pas le même risque que quand on est sur une intervention où le joueur pourrait éventuellement reparler. Là, on sait que les adversaires vont nous laisser tranquilles. Donc, que ce qubit soit un petit peu plus ambigu, fit ou pas fit, c'est beaucoup moins gênant parce qu'on ne risque pas de se faire barrer par les adversaires. D'accord? Voilà. Bon. Donc, c'est un qubit qui est le plus souvent fité, mais pas toujours. Là, on ne peut pas trop faire autrement. D'accord? Alors, un carreau, vous avez passé, votre partenaire a réveillé par un pic, vous avez 10 points d'honneur sans fit. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, un sans atout, un sans atout, j'attends de voir s'il y a d'autres votes. Un sans atout, passe. Allez, encore un. Encore un, encore un. Pour avoir un sondage représentatif. Allez, un peu de courage. Alors, passe ou un sans atout? Un sans atout. Bon, alors, on est à 5 contre 1, je crois. Bien. Alors, là encore, il faut bien s'imprégner de la logique. À quoi ça sert d'enlever le contrat de 1 pic pour aller mettre le contrat de 1 sans atout à la place? D'accord? C'est pas pour jouer le contrat de 1 sans atout. Voilà. C'est-à-dire que les enchères au bridge sont basées sur la recherche des manches. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et que quand on n'a aucun espoir de manche, on n'a pas de raison d'enlever le contrat annoncé par le partenaire pour lui en mettre un qui n'a pas on n'a pas de raison de penser qu'il sera meilleur. Vous voyez? Bon. Alors, l'enchère de 1 sans atout dans cette position, c'est comme l'enchère de 2 piques de tout à l'heure, ne peut se concevoir que s'il y a un espoir de manche. Quand votre partenaire ouvre d'un pic, pourquoi est-ce qu'on répond à un sans atout avec 6 points? Pourquoi c'est 6 points? D'où ça sort ce 6 points? Il ne tombe pas du ciel. Il a une raison logique, ce 6 points. D'accord? Et pourquoi ces 6 points? C'est parce que à partir de 6 points, il y a un espoir de manche si le partenaire a une ouverture d'un pic très maximum.
Voilà, si le partenaire a ouvert d'un pic avec 19 ou 20 points, d'accord? Bon, ce qui peut arriver, bon, 20 points, ça commence à devenir un peu plus rare, mais enfin, c'est possible. Il y a un espoir de manche. Donc, on ne peut pas passer sur un pic, parce que si le partenaire est très maximum, on va rater la manche. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Bon. Quand votre partenaire intervient à un sans atout, intervient à un pic, pardon, la réponse de un sans atout, c'est pas 6 points, c'est à partir de 9, 8 très beau. Pourquoi? Parce que cette barre 8 beau 9, c'est la barre à partir de laquelle il peut y avoir 300 atouts si le partenaire a le maximum de son intervention à un pic. D'accord? En dessous, à 7 ou 8, par exemple, d'accord? Quand le partenaire intervient à un pic, il n'y a pas d'espoir de jouer 300 atouts. Puisque même s'il a 16 ou 17, qui est le maximum, on n'est pas à 25. Eh bien, cette logique-là, on la retrouve ici. Votre partenaire, quand il réveille à un pic, il est limité à 13. Donc, il faut combien pour pouvoir espérer jouer une manche? Ben, oui, alors 11, parce que de temps en temps, on trouve un fit dans une autre couleur. Ça, c'est possible. Donc, on descend toujours d'un point, si vous voulez, pour pouvoir avoir une petite marge de sécurité. D'abord, parce que les manches à 24, bon, c'est pas forcément désespéré. Et puis, surtout dans ces positions-là où l'ouvreur, il est seul à se battre, et du coup, il est en main tout le temps et il file une levée à chaque fois qu'il joue une couleur. Bon, donc c'est pas très grave de jouer les manches à 24. Et puis surtout, on peut trouver éventuellement un fit dans une autre couleur. Et à ce moment-là, on n'aurait pas besoin des 25 H pour pouvoir jouer une manche. Donc on décale un petit peu. Et donc du coup, on ne peut considérer dans cette position qu'il n'est intéressant de dire un sans atout, qui est une enchère de misfit, qu'à partir de 11. D'accord? Donc il faut passer avec cette main-là. Et ce jeu-là, qui a 12, il faut dire 1 sans atout. D'accord? Et cette zone de 1 sans atout face à un réveil qui est limité à 13, c'est de 11 à 13. D'accord? Voilà. C'est pas. Ouais, hein, il faut adapter l'enchère de 1 sans atout en face d'une enchère de 1 pic au nombre de points que promet un pic. Ouais. Si un pic est une ouverture qui peut monter jusqu'à 19 ou 20, il faut répondre à un sans atout à partir de 6 ou à la limite 5. D'accord? Si un pic est une intervention qui ne peut pas dépasser 16-17, il faut au moins 8 ou 9 pour pouvoir dire un sans atout. Et si un pic est un réveil qui est limité à 13, il en faut au moins 11. Ouais. Sinon, ce n'est pas cohérent. Vous voyez comment ça fonctionne? D'accord? C'est le problème, tout le temps, on revient toujours au même, des vases communicants. Quand on enlève des points à une enchère X dans un jeu, il faut rajouter des points à la même enchère vue de l'autre côté, d'accord? Pour contrebalancer le nombre de points manquants d'un côté. Est-ce que ça vous paraît logique tout ça? D'accord? Alors, c'est bien de le comprendre, parce que si on a compris le principe, on n'a pas besoin de l'apprendre. Ouais, c'est pas la peine d'aller apprendre toutes ces zones-là par cœur. Ce sont des zones logiques. Est-ce que ça vous va? Hein? N'oubliez pas que votre partenaire qui réveille à un pic, il peut avoir 6 ou 7 points. Donc si vous en avez 13, d'accord? Eh bien, 13 en face de 6 ou 7, il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Est-ce que vous voyez ça? Ouais, donc il faut être prudent face à un réveil. N'oubliez pas que votre partenaire, quand il réveille par un pic, il a grosso modo entre 6 et 13. Voilà. Donc il faut vous adapter à cette zone-là. Ouais, ça va? Alors, on continue. Donc là, un carreau passe-passe, un pic passe. Et vous avez cette fois-ci 14. Alors là, c'est plus facile maintenant. Hein. On a vu qu'un sans atout, c'était 11-13. Donc 200 atouts. C'est la zone au-dessus, d'accord? Voilà, donc c'est 14-15. D'accord? Alors pourquoi 14-15 et pas 16? Parce qu'à 16, on aurait dit un carreau, un sans atout. Ouais, c'est logique? Ça vous va? Bon. Alors, un carreau, vous avez passé. Hein, dire un carreau de trèfle avec cette main-là, 5-3-3-2 de 13 points, c'est le départ immédiat pour le bagne de Cayenne par la première galère. D'accord? C'est vraiment une horreur de dire un carreau de trèfle. Hein. Si vous faites encore ça, il faut absolument arrêter. Bon. Donc vous avez 10 passes, et là-dessus, votre partenaire éveille par un pic. Bon. Alors, hein, on a vu déjà à de nombreuses reprises que, en général, l'enchère de 1 sans atout ne promettait pas l'arrêt de la couleur adverse, parce que sinon on n'a pas d'enchère alternative. Mais que les enchères de 2 ou 3 sans atout promettaient
l'arrêt de la couleur adverse. D'accord? Bon. Donc là, je suis embêté parce que je suis dans la zone de 200 atouts. D'accord? Enfin, j'ai 13, mais ils sont beaux, hein, donc avec la couleur cinquième, donc c'est un petit peu beau pour dire un seul sans atout. D'accord? Mais je ne peux pas dire 200 atouts parce que j'ai 3 petits carreaux. Et en plus, là, on jouerait vraiment de la mauvaise main parce que du coup, on va faire entamer l'autre et traverser l'éventuel honneur à carreau du partenaire. D'accord? Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire avec ces mains-là? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Personne n'a d'idée? Ah, mais contre, j'ai pas le droit, hein, c'est interdit par le règlement, ça. J'ai pas le droit de contrer mon partenaire. Même s'il peut arriver d'en avoir envie. Alors, il faut me trouver quelque chose, hein, parce qu'imaginons que vous soyez à la table, il hein, faut bien faire quelque chose. Voilà, deux trèfles, d'accord? Et si on réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire cette enchère-là, à deux trèfles, d'accord? C'est, je parle donc, je suis pas, enfin, visiblement, je suis pas fit-épique. Si je suis fit-épique, je dis deux piques ou un cubide, d'accord? Ou trois piques ou un cubide. Bon, donc je suis pas fit-épique. Bon, mais j'ai quand même un espoir de manche, sinon je passe sur un pic. Donc j'ai du jeu parce que mon partenaire est limité à 13. D'accord? Et pourquoi j'ai pas dit un carreau deux trèfles? Parce que j'en ai pas 6. Hein. Donc logiquement, si on réfléchit un petit peu, cette enchère de deux trèfles, c'est je ne suis pas fit épique, mais je parle quand même, donc j'ai du jeu, donc j'ai l'ouverture. Et pourquoi j'ai l'ouverture et je ne suis pas intervenu au tour d'avant? Parce que je n'avais pas le nombre de cartes réglementaires. Donc comme un carreau de trèfle, ça promet 6 trèfles, et ben du coup j'en ai que 5. Donc ça veut dire j'ai l'ouverture, 5 cartes à trèfle, c'est non forcing, non forcing, d'accord? Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas le faire avec moins de 5 cartes, d'accord? Voilà. Et j'ai évidemment pas de fit à pique. Ok? Ça vous paraît logique? Non, Jean-Jacques a l'air dubitatif. Alors, avec celle-là, un carreau, vous avez 14 points, mais vous êtes obligé de passer parce que vous ne pouvez pas contrer avec double ton cœur, et votre partenaire éveille par un cœur. Donc c'est le même principe, il faut parler, hein, vous avez 14 points, donc il y a un espoir de manche, mais vous n'êtes pas de fit à cœur, voilà, et on va dire un pic. Et là encore, cette enchère de un pic, d'accord? Il faut voir qu'on a dit un carreau passe. Si on parle sur un réveil qui peut être très faible, c'est qu'on a du jeu. Mais si on a du jeu et qu'on a passé sur un carreau, on a combien de piques? On n'en a que 4. Puisque si on en avait eu 5, on aurait dit un pic. C'est logique? Voilà. Donc j'ai du jeu, j'ai l'ouverture, enfin au moins 11 ou 12 points, et j'ai seulement 4 cartes à pique. Hein. Parce que votre partenaire, c'est possible qu'il ait 5 cœurs et 4 piques, évidemment. Hein, il peut très bien réveiller par un cœur en ayant 5 cœurs et 4 piques. Puisque le réveil à un cœur est prioritaire sur le réveil par contre. D'accord? Bien. Alors, celle du bas. Un carreau, vous avez passé. Hein, là encore, dire un carreau de trèfle, c'est Cayenne. Et votre partenaire réveille à un cœur. Alors, essayez de me la trouver, celle-là. Hein, faites un parallèle sur les réponses à une intervention, mais en décalant les zones. Alors, trois carreaux, c'est pas mal. Deux cœurs, c'est insuffisant. Hein, l'ouverture et quatre atouts. Hein. Trois cœurs, c'est trop beau. Trois cœurs, on a dit ça tout à l'heure avec 9 points et un singleton. Quatre cœurs, c'est exagéré.
Si votre partenaire a réveillé avec 7 points, on est trop haut. 2 carreaux, c'est pas assez précis. 2 trèfles, ça va pas. 2 trèfles, c'est pas forcing. Alors, 3 cœurs et demi. Ouais, mais les boîtes à enchères dans lesquelles il y a 3 cœurs et demi, elles n'existent pas. Alors, essayez de trouver. Ce serait bien que vous le trouviez tout seul. 3 cœurs, un quart. Non, ça, c'est dans Harry Potter. C'est le quai 14, 3, je sais plus, 14, 3 quarts, je crois. Ah, voilà, Noël a trouvé. Bravo. Voilà, Jacques aussi. 3 trèfles. D'accord? Donc, 3 trèfles. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas 6 cartes à trèfle. Si j'ai 6 cartes à trèfle, j'aurais dit un carreau 2 trèfles. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est en réponse à une intervention 3 trèfles? Un carreau, un cœur passe 3 trèfles. C'est un jump fit, d'accord? Une enchère de rencontre. Donc, c'est 5 trèfles et 4 cœurs. Mais, attention, il faut là encore décaler les zones. Ouais. Donc, en réponse à une intervention, quand vous faites un jump fit, c'est une dizaine de points, 9-10 points d'honneur. D'accord? Bon, là, c'est la même chose, mais c'est face à un réveil. Donc, toujours pareil, on compense les points qu'il n'y a pas dans le réveil par un peu plus de points chez celui qui fait l'enchère. Donc, du coup, cette enchère de rencontre-là promet l'ouverture. D'accord? Ça veut dire j'ai passé avec l'ouverture et j'ai 5 trèfles et 4 cœurs. Voilà. Là, maintenant, votre partenaire devrait avoir des éléments pour décider s'il dit 3 cœurs ou s'il dit 4 cœurs. Ouais? Sachant que les chelems dans cette position sont quand même quasiment impossibles. Un carreau passe-passe, un cœur. Je vois pas comment on pourrait terminer un chelem. Hein. D'accord? Bon. Donc, du coup, c'est juste pour choisir entre 3 cœurs et 4 cœurs. D'accord? C'est logique? Bon. Alors maintenant, un carreau, passe-passe, un sans atout chez votre partenaire. Alors je vous rappelle la zone de un sans atout, 10-13. Alors attention, attention. Voilà. Hein. Sur les réveils à sans atout, hein, je vous rappelle que la convention la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le minoumatou. Bon, donc c'est quoi le minoumatou? C'est quand l'ouverture adverse est mineure, on l'oublie, mi, nous, et quand l'ouverture adverse est majeure, on joue tout Texas, ma, tout. Ok? Bon. Alors, donc là, le stéman serait donc 2 trèfles, puisqu'on oublie l'ouverture adverse, donc 2 trèfles stéman, 2 carreaux Texas cœur, 2 cœurs Texas pique, etc. On fait exactement les mêmes développements que sur une ouverture d'un sans atout. Mais n'oublions pas la zone, d'accord? Quand vous faites un stéman sur l'ouverture d'un sans atout, vous êtes dans quelle zone? Espoir de manche, d'accord? Bon, donc là, en face d'un partenaire qui est 10-13, c'est quoi l'espoir de manche? Ben, c'est au moins 12. Ouais? Bon, 11 très distribués avec un singleton, des machins comme ça, mais pas moins. D'accord? Bon. Donc là, 10 points d'honneur réguliers en face de 10-13. On n'est pas dans la zone espoir de manche, on est dans la zone pas de manche. C'est pour ça que je me tue à essayer de bien vous faire comprendre que dans une séquence, il y a un capitaine et un moussaillon, et que le capitaine, il ne raisonne pas en zone de points. D'accord? Il résonne en zone de contrat. Ouais. Alors, quand on est un machin passe-passe, un cœur, bon, c'est quand même relativement flou. Donc, on ne peut pas vraiment faire une synthèse très précise du truc. Donc, on essaie de faire des enchères de moussaillons qui vont être précises en points. Mais quand le partenaire réveille à sans atout, là, c'est des enchères précises. D'accord? Donc, en face, vous êtes le capitaine clair. Ouais, et vous allez le rester probablement jusqu'à la fin. Bien. Et donc, c'est à vous d'estimer votre zone de contrat. Bon. Là, vous avez 10 points d'honneur réguliers en face de 10-13 réguliers. Ça fait dans le meilleur des cas 23 réguliers. 23 réguliers au mieux, c'est pas la manche. Donc, pas d'espoir de manche égale pas de stéman.
D'accord? Donc, il faut passer sur un 100 atouts. Vous n'êtes pas assez fort pour faire un stéman. OK? Alors maintenant, un cœur passe-passe 200 atouts. Donc 200 atouts, c'est combien de points? Rappelez-moi ça. Voilà, 17, 19. D'accord? Bon. Alors 8, en face de 17, 19, c'est quelle zone? Alors sachant que là, sur des enchères de 200 atouts, il n'y a pas de zone espoir, hein, il n'y a pas la place. Hein, voilà. Donc c'est la zone où on joue la manche. D'accord? Bon, même si on avait un point de moins, tant pis, hein, on irait à la manche. Hein. Bon. Alors, de temps en temps, on va jouer les manches à 24. Hein. Bon. Alors, donc là, il faut donc. Vous êtes donc dans la zone certitude de manche. Bien. Comme vous avez 4 cartes à pique et que votre partenaire peut aussi avoir 4 cartes à pique, c'est pas impossible, il faut faire un stéman. D'accord? Bien. Et comment est-ce qu'on fait le stéman sur cette séquence-là? Voilà, il faut faire ce qu'on appelle un Texas impossible à cœur. D'accord? Enfin, un Texas pour les cœurs impossible. Donc, c'est quoi le Texas impossible pour les cœurs? C'est 3 carreaux. D'accord? Sachant que 3 cœurs très Texas pique et 3 trèfles Texas carreau. Hein? Tout. Ouverture majeure, tout Texas. 3 trèfles Texas carreau, 3 carreaux Texas cœur, 3 cœurs Texas pique, 3 piques Texas trèfle. D'accord? Bon. Alors, Texas trèfle, bon, ça n'arrive pas souvent, mais enfin, bien. Et donc là, 3 carreaux et donc un Texas cœur, un Texas impossible puisque c'est la couleur de l'adversaire, et donc ça sert de stéman. D'accord? Alors je vous rappelle comment on répond d'ailleurs vite fait sur ce stéman. Si le partenaire a 4 cartes à pique, il dit 3 piques. S'il n'a pas 4 cartes à pique, il dit ou 3 cœurs ou 300 atouts, selon qu'il arrête solidement les cœurs ou pas. D'accord? S'il arrête solidement les cœurs, il dit 300 atouts. S'il les arrête pas bien, genre je veux pas jouer 300 atouts si t'es cingleton, il dit 3 cœurs. Hein, vous vous rappelez de ça? On en avait parlé, je ne sais plus quand. Ok? Alors, un carreau passe-passe. Vous avez 17. Donc par quoi vous réveillez? Voilà, 200 atouts, 17, 19. Ok? Votre partenaire dit 3 cœurs. Donc Texas pique. Alors voilà, j'ai bien fait de poser la question. Voilà, 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 voilà. Bon, alors, ouais, ben, ouais, comme quoi, je suis content de l'avoir posé. Merci, monsieur El Kabosh. Alors, euh, quand on ouvre de 200 atouts, d'accord, et que le partenaire fait un Texas. Alors, il y a 10 ou 15 ans, il y avait encore un débat au sein des experts pour savoir si on jouait la rectification obligatoire, la rectification fitée ou l'anti-rectification fitée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient, au contraire, on va rectifier quand on n'est pas fité et dire 300 atouts quand on est fité. Bon. Donc, il y avait 3 options, si vous voulez, de développement sur le Texas, sur le bateau de 200 atouts. Bon. Et ce débat a fait rage pendant quand même pas mal d'années. Et puis, comme souvent dans ces cas-là, l'expérience des meilleurs joueurs et le nombre de donnes qui se produisent, etc., ont démontré assez clairement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne vraiment de compétent qui conteste ça, qu'il fallait jouer la rectification fitée. Donc, 3 piques, j'ai le fit à pique, et 300 atouts, je n'ai pas le fit à pique. Bon, maintenant, 98% ou 99% des meilleurs joueurs font comme ça. Bon, donc on peut imaginer qu'ils ont raison, euh, puisque bon, tant qu'il y a un débat et qu'il y a un partage entre les experts, on peut toujours avoir un doute. Quand 15 ans après le débat, tout le monde finit par être sur la même longueur d'onde, c'est que probablement c'est comme ça qu'il faut faire. Bien. Alors, mais pourquoi? D'où ça vient cette histoire de rectification fitée? D'accord? Sur l'ouverture de 200 atouts. Ça vient du fait que ça simplifie considérablement les développements de manches et surtout les développements de Schlemm. D'accord? Voilà. Et qu'on accepte de sacrifier des développements de partiels, d'accord? Et donc d'accepter. Parce que quand on dit 200 atouts, 3 cœurs, 300 atouts, on ne peut plus s'arrêter à 3 piques quand le partenaire a 6 piques au valet et rien à côté. Il y a un prix à payer quand même. Hein. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on accepte de payer ce prix? De ne pas pouvoir s'arrêter à 3 piques? Parce que ça va nous simplifier la vie pour les développements de Schlemm.
Voilà. Et que donc on considère qu'avoir plus de confort dans les développements de Schlem, c'est plus rentable que de temps en temps jouer 4 piques moins 1 alors qu'on aurait pu jouer 3 piques égales quand le partenaire a 6 piques au valet et rien à côté. D'accord? Voilà. Mais il y a un prix à payer pour la rectification fitée, sinon il n'y aurait pas eu de débat. D'accord? Bon. Alors là, on n'est pas sur une ouverture de 200 atouts en premier ou en deuxième avec passe des adversaires, où là, les chelems sont très fréquents. Vous voyez, hein, quand vous ouvrez de 200 atouts 20-21 en premier, c'est banal d'être en zone de chelem avec la main du partenaire. Mais là, franchement, regardez bien la situation. D'abord, vous n'avez pas 20-21, vous avez 17-19, donc déjà beaucoup moins. Pour être en zone de chelem en face de 17-19, il faut que votre partenaire, il ait combien? Faites le calcul. 19 pour arriver à 33. Voilà. Alors même si on compte quelques DH qui peuvent se balader, il faudrait qu'il ait au moins 11 ou 12 minimum. Déjà, 11 ou 12, vous voyez qu'on est limite hein, et qu'on trouve un fit. D'accord? Bon. Est-ce que c'est raisonnablement possible de penser que votre partenaire a 6 cartes à pique et 11 ou 12 points quand il a passé sur un carreau? Ça n'a pas de sens. D'accord? Bon, c'est-à-dire qu'en général, quand le partenaire il a 5 cartes à pique déjà, ne serait-ce que 5, d'accord, et qu'il a passé sur un carreau, bon, c'est qu'il a déjà jamais 12 et pas souvent 10 ou 11, parce que 10 ou 11, on dit souvent un carreau, un pique. Ouais, il faudrait vraiment que les piques soient moches et qu'on ait une main très régulière pour ne pas dire un carreau, un pique, avec 11 ou 12 points. Donc ça veut dire que sur cette séquence, un carreau passe-passe, 200 atouts, quand le partenaire fait un Texas majeur, il est absolument rarissime qu'on soit en zone de chelem. C'est quasiment impossible. D'accord? Or, la justification du principe de la rectification fitée, c'est les développements de chelem. Et là, ils ne sont pas possibles, les développements de chelem. Donc, l'intérêt de rectifier que fité sur les Texas disparaît totalement. En revanche, la probabilité que le partenaire il n'ait pas de jeu du tout et 6 cartes à pique, là, elle a considérablement augmenté. Ouais. Autant c'est rare sur 200 atouts que le partenaire il ait 6 cartes à pique et pas les points de la manche. Hein. Franchement, il faut qu'il ait vraiment un 0 ou 1. Dès qu'il a 2 ou 3, il est en zone de manche en face de 21 quand il a un fil certain. D'accord? Donc du coup, là par contre, avec 4 points ou 5 points, il n'est pas en zone de manche en face de 17-19. Ouais. Et ça redevient fréquent. Ouais. Donc du coup, il faut bien comprendre que le principe de la rectification fitée, dont moi je suis un des premiers défenseurs, moi j'ai commencé à dire il faut jouer la rectification fitée sur les Texas sur l'ouverture de 200 atouts, il y a 25 ans, je faisais partie des premiers. D'accord? Voilà. Bon. Et à l'époque, j'étais plutôt minoritaire, et puis maintenant, tout le monde est d'accord. Bon, voilà. Mais ça n'a plus aucun sens dans cette séquence-là. Ouais. Sur les interventions et les réveils à 200 atouts, la rectification fitée qui est utile pour les mains de chelem, elle n'a plus aucun sens. D'accord? Voilà. Et donc là, il faut pouvoir s'arrêter à 3 piques si votre partenaire a une main de 3, 4, 5 points, 6 points, avec 6 cartes à pique. D'accord? Voilà. Donc la rectification à 3 piques est obligatoire. D'accord? C'est le même principe sur une intervention à 200 atouts sur un 2 faible. Ouais. 2 piques d'ouverture, 200 atouts chez vous, qui est 16, 18, 16, 18, 19. D'accord? Votre partenaire, il aura beaucoup plus souvent une main très faible avec une majeure sixième qu'une main de chelem. Ouais. Donc, là encore, il faut jouer la rectification obligatoire. D'accord? Hein. L'important dans les enchères, c'est toujours d'essayer, dans la mesure du possible, de comprendre pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a compris pourquoi c'est comme ça, il n'y a plus besoin d'apprendre les choses par cœur. Ouais, ça vous paraît logique? Bien. Alors, on continue. Un carreau passe-passe. Donc là, vous avez 9 et 6, 15. Donc à 15 points, par quoi on réveille? Voilà, on réveille par contre obligatoire. Là-dessus, votre partenaire vous répond à un pic. Voilà, donc vous dites un sans atout qui est 14-16. Vous vous rappelez? Hein, c'est contre et un sans atout, c'est entre un sans atout et deux sans atout. Donc un sans atout en réveil, c'est 10-13, deux sans atout, 17-19, donc la zone au milieu, c'est 14-16. OK?
Donc là, quand vous dites contre et un sans atout derrière, vous indiquez à votre partenaire une main de 14-16. Et là-dessus, votre partenaire dit 2 trèfles. Kezako, en bon breton. Alors, ça c'est important parce que j'ai vu beaucoup de mésententes à ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 2 trèfles? Alors, on m'a proposé Stemann. 2 fois. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Des trèfles. 5 piques, 4 trèfles. Alors, Noël, des trèfles, ça serait quoi, quoi des trèfles? Soyons plus précis. 4 piques, 5 trèfles. Oui, pour l'instant, j'ai trois propositions différentes. Stemann, 5 piques, 4 trèfles, 4 piques, 5 trèfles. Alors, ce que je trouve pas très logique là-dedans, c'est la version Stemann. Si c'était artificiel, ça serait plutôt Rudy, non? Plutôt que Stemann. Non? Le partenaire a déjà dit qu'il n'avait pas 4 piques, hein, en disant un sans atout. Enfin, vous avez déjà dit, j'ai pas 4 piques. D'accord? Alors, Jean-Jacques, tenue trèfle. Non. Alors, tenue trèfle, non. Hein, vous avez oublié. Hein, quand on est en sans atout, je dirais, entre guillemets, hein, et que l'adversaire a parlé, on s'occupe de l'arrêt, de la couleur dont ils ont parlé, pas des autres. Voilà. Donc, le seul arrêt dont on pourrait se préoccuper, ça serait l'arrêt à carreau. Voilà. Alors, il y a une règle qui est très importante. Les enchères artificielles de style Stemann, Texas, Rudy, etc. D'accord? Toutes ces enchères-là ne peuvent exister en enchères à 4. Écoutez bien la phrase. Que dans le cas où l'enchère à sans atout est la première enchère de notre camp. D'accord? Voilà. Un carreau passe-passe, un sans atout. L'enchère de un sans atout est la première enchère de notre camp. D'accord? Bien. Un pique passe-passe, deux sans atout. L'enchère à sans atout est la première enchère de notre camp. Ouais. Là, dans cette séquence-là, ce n'est pas la première enchère de notre camp. La première enchère de notre camp, c'est contre. D'accord? Et c'est même pas la deuxième, c'est la troisième. Bien. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a ni Stemann, ni Texas, ni Rudy, ni quoi que ce soit. D'accord? Toutes les enchères sont naturelles. Et si le partenaire veut poser une question sur l'existence de la tenue, est-ce qu'il veut vérifier la tenue, d'accord? Ou chercher un fit 5-3 ou des machins comme ça, il fait un qubit. Ok? La seule enchère artificielle dans cette séquence, ça serait 2 carreaux. D'accord? Bien. Donc l'enchère de 2 trèfles est naturelle. Bien. Alors maintenant, est-ce qu'elle est forcing? Évidemment, non. D'accord? Bon, puisqu'elle a passé sur un carreau, ça n'a pas de sens. Bon. Alors, maintenant, donc il a des piques et des trèfles. Et il n'a pas beaucoup de jeux, puisque il a passé sur un carreau la première fois, et qui ne fait pas de cubide maintenant. Hein, s'il était fort, il ferait un cubide. D'accord? Et maintenant, la question, c'est combien de piques et combien de trèfles? Eh ben non, c'est pas 5 piques et 4 trèfles. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 5 piques et 4 trèfles dans ce genre de cas, et qu'on a une main faible? C'est-à-dire pas d'espoir de manche. Mettez-vous dans une situation analogue. D'accord? Bien. Votre partenaire ouvre de 1 quelque chose. Vous dites un pic, et il répond à un sans atout.
Ouais. Et vous avez une main faible avec 5 cartes à pique. Qu'est-ce que vous dites? 2 piques. D'accord? Bon, voilà. Donc, dans quel cas est-ce qu'on nomme une mineure? Alors, à part les roudis artificiels, mais dans les cas où votre mineur n'est pas un roudi, n'est pas une enchère artificielle, une enchère naturelle. Dans quel cas on nomme la mineure dans ces cas-là? Comment ça s'appelle? Voilà, c'est ce qu'on appelle des canapés. D'accord? Par exemple, un cœur, un pique, un sans atout, 2 carreaux. Ouais, ça, c'est un canapé. C'est 4 piques et 5 ou 6 carreaux. D'accord? Bon. Et bien là, c'est exactement la même chose. Votre partenaire ne veut pas jouer un sans atout parce qu'il n'a pas une main régulière et il préfère jouer 2 trèfles au contrat de un sans atout. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait sur 2 trèfles? Eh ben voilà, on passe. D'accord? Hein? Si votre partenaire avait 5 piques, il aurait dit soit 2 piques pour s'arrêter, soit 2 carreaux pour chercher un fit à pique de 3 cartes chez nous. D'accord? Donc quand il dit 2 trèfles, il ne veut pas jouer la manche, il a une main faible et il préfère jouer 2 trèfles plutôt qu'un sans atout. D'accord? Ça vous va? Bien? Alors, voilà, hein, donc retenez bien ça, pas de Stéman ni de Texas si un sans atout n'est pas la première enchère dans notre camp. Alors attention, ce n'est pas suffisant. Hein. Par exemple, sur les interventions en sandwich, un carreau passe un pique, un sans atout. Un sans atout est la première enchère de notre camp et pourtant il n'y a pas de Stéman et de Texas dans cette position. D'accord? Bon. Et ça, c'est, voilà. Donc il faut que ce soit la première enchère de notre camp, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, si ça n'est pas la première enchère de notre camp, il n'y a pas de Seaman et pas de Texas, ça c'est sûr. Ok? Bien. Alors, on va passer au jeu de la carte. Alors, donc là, on revient à notre débat qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez ouvert de 200 atouts et votre partenaire fait un Texas en disant 3 carreaux. Un Texas cœur en disant 3 carreaux. Donc là, voilà. Voilà. Donc là, on dit 300 atouts. Non, là, on dit 300 atouts. 3 cœurs, ça voudrait dire je suis fité. D'accord? Voilà. Donc on dit 300 atouts et votre partenaire, du coup, dit 600 atouts. Bon. On vous entame la dame de trèfle. Alors, vous allez faire 2 levées de trèfle, ça c'est facile. 3 levées de carreau, c'est facile aussi, ça fait 5. As-roi dame de cœur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, oui, c'est ça. Et vous pouvez libérer 3 levées de pique facilement, ça fait 11. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, quelle est la première chose à faire? Alors, compter les points, non, parce que là, compter les points, vos adversaires n'ont pas participé à la séquence, et puis ils en ont tellement peu des points que... Voilà. Hein, on compte les points quand les adversaires, enfin quand on est déclarant, quand les adversaires ont participé à la séquence. Donc en flanc tout le temps, évidemment, parce que le déclarant, il a forcément participé à la séquence, sinon il ne serait pas déclarant. Et quand on est soi-même déclarant, c'est quand les adversaires ont participé à la séquence. Bon, voilà. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de déloger l'as de pique. C'est-à-dire que si l'as de pique, c'est la levée que vos adversaires ne peuvent pas ne pas faire, et vous, vous avez besoin de faire tomber l'as de pique pour faire vos 3 levées de pique. D'accord? Bon. Enfin, tirer à 3 dames de cœur avant de jouer pique, ça serait quand même très maladroit, parce que vous chutez tout de suite si les cœurs ne sont pas 3-3 et que l'as de pique a le dernier cœur. Hein. D'accord? Donc je vous propose de prendre l'entame à trèfle de l'as pour éviter les blocages. Hein, et éviter toujours de garder les honneurs secs autant que faire se peut. Bien. Et de jouer le 10 de pique pour faire tomber l'as. Bon, alors, 10 de pique, hein, les adversaires ne prennent pas, bon, très bien, c'est pas très gênant. Vous rejouez pique, et ils prennent de l'as. Ça va? Bon. Et maintenant, ils rejouent trèfle. Vous avez déjà perdu une levée, donc je vous propose de mettre le roi de trèfle. Et on en est là. Ça vous va? Alors, vous avez donc que 11 levées. 3 levées de pique, 3 levées de cœur, ça fait 6, 3 levées de carreau, ça fait 9, et As-roi de trèfle, ça fait 11. Et il en manque une. Et il semblerait que la seule façon honnête, entre guillemets,
de trouver la 12e levée, ce soit les cœurs 3-3. Sachant que vous ne pouvez évidemment pas affranchir les cœurs, puisque vous avez déjà perdu une levée, si vous en redonnez une deuxième, vous avez chuté 600 atouts. Ok? Bon. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très important parce que ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment une situation qui va vous arriver des milliers de fois dans votre vie. Donc c'est une règle à connaître. Alors, c'est quoi la situation dans laquelle on se retrouve? Je suis à X cartes de la fin et j'ai X-1 levé maîtresse. Ok? Là, on est à 9 cartes de la fin et j'ai 8 levées maîtresse dans la main. Ça va? Donc il ne m'en manque plus qu'une. Bon, donc à la limite, je peux taper tout et ne perdre que la dernière levée. Ok? Et c'est cette dernière levée que je ne veux pas perdre, évidemment. D'accord? Bon. Alors, dans ces cas-là, il y a une règle d'or. D'accord? Une règle d'or. C'est j'encaisse les cartes maîtresses que j'ai dans les couleurs pleines. Ok? Quelles sont les couleurs pleines? Les carreaux et les piques. D'accord? C'est quoi les carreaux et les piques? C'est des couleurs où, quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas mieux que les levées que vous avez. C'est-à-dire qu'à carreau, vous avez 3 levées sur, vous ne pouvez pas en faire 4. À pique, 2 levées, vous ne pouvez pas en faire 3. Voilà, votre nombre de levées est définitivement bloqué. Les adversaires peuvent défausser autant de carreaux qu'ils veulent ou défausser autant de piques qu'ils veulent, ça ne changera rien au fait que vous ferez que 3 levées de carreaux et 2 levées de piques. D'accord? Et vous ne touchez pas aux autres couleurs, qui sont trèfle. Alors, évidemment, vous n'allez pas jouer trèfle, sinon ils ont tous les trèfles maîtres. D'accord? Mais surtout les cœurs. Voilà. Il ne faut pas toucher au cœur. Si vous tirez à ce roi dame de cœur, soit ils sont 3-3 et vous avez gagné, faites 14 levées, bon, mais ils ont déjà fait la 2 piques, donc c'est pas grave, mais vous gagnez, soit ils sont pas 3-3 et vous chutez définitivement, parce que vous perdrez le 9 de trèfle à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Et si vous appliquez simplement cette petite règle, ouais, c'est quand même pas compliqué à retenir, d'accord? J'encaisse mes couleurs pleines. Vous allez faire des centaines et des centaines de squeezes, qui sont ce qu'on appelle des squeezes automatiques. Et celui-là, il est totalement automatique. D'accord? Alors regardez ce qui va se passer. J'encaisse. Alors je vous rappelle qu'il a entamé de la dame de trèfle, vous vous rappelez? Hein? Donc au-dessus de votre 9 de trèfle, il ne reste plus que le valet et le 10. Ouais, voilà. La seule chose à laquelle il faut faire un peu attention, c'est ça. Bon, pas très compliqué. Vous encaissez vos 3 carreaux. As, roi, dame de carreaux. Mettons tout le monde fourni. OK? Et maintenant, vous encaissez vos piques. Alors, le roi de pique d'abord. Alors, regardez, ah, déjà, le 10 de trèfle qui dégringole. Donc, il n'y a plus au-dessus de votre 9 qu'un seul trèfle, le valet. Ça va? Bon. Et où il est ce valet? Bon, mais vous n'avez même pas besoin de le savoir pour faire le squeeze. Hein. Voilà. Mais bon, on va quand même le décortiquer un petit peu. Où est-ce qu'il est ce valet de trèfle? Ah, il a entamé de la dague. Voilà, donc il est à gauche. Bien. Maintenant, imaginez que votre adversaire de gauche possédait au départ 4 cartes à cœur. Ouais. Qu'est-ce qui lui reste? On est à 5 cartes de la fin. Qu'est-ce qui lui reste? S'il avait effectivement 4 cartes à cœur au départ. On est à 5 cartes de la fin. Voilà, il lui reste le valet de trèfle sec et 4 cartes à cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'il défausse sur la dame de pique? C'est comme il veut. D'accord? Voilà. S'il défausse le valet de trèfle, votre 9 de trèfle est bon.
d'accord? Le 3 aussi d'ailleurs, hein. Enfin bon, au moins le 9, le 3 ne sert à rien, mais au moins le 9, d'accord? Donc votre 9 de trèfle est bon et vous finissez par As-3 dame de cœur. Et s'il jette un cœur, ce qu'il va faire, d'accord, hein, probablement, et bien à ce moment-là, tous les cœurs du mort sont bons. Si vous aviez tiré As-3 dame de cœur avant, d'accord, il vous resterait plus que les trèfles dans la main. Le 9 de trèfle, bah, il jette son valet de cœur maître, et puis le cœur du mort est maître, mais vous ne pouvez pas aller le chercher. D'accord? Et il fera la dernière levée avec le valet de trèfle. Alors que là, il est squeezé. OK? Et ces positions de squeeze-là, c'est banal, 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 banal. Ça arrive tout le temps. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas les rater quand ça arrive. Ouais. Et pour ça, il faut juste ne pas encaisser les cœurs. Il faut encaisser les piques et les carreaux. Si vous encaissez les cœurs, vous cassez votre squeeze. Il ne marchera plus. Et c'est pour ça que tous les squeezes, enfin la plupart des squeezes, passent inaperçus ou sont détruits par les déclarants eux-mêmes parce qu'ils encaissent les couleurs dans le mauvais ordre. Ça vous va? Bon. Alors. Donc là, c'était les 4 jeux au départ. D'accord? Alors, c'est quoi le mécanisme du squeeze? En fait, c'est relativement simple. C'est que votre adversaire de gauche est le seul capable de capturer à la fois le 9 de trèfle et le quatrième cœur du mort. Voilà. Celui de droite, il a que 2 cartes à cœur, donc elles vont tomber sur As-3 dame. Donc il ne peut pas capturer le 7 de cœur. Et il a 3 petits trèfles, donc il ne peut pas vous capturer le 9 de trèfle. Voilà. Donc le seul qui peut les faire, c'est celui de gauche. Et quand c'est le même qui garde les 2 couleurs, il est victime, en général, d'un squeeze. D'accord? Alors, on continue dans le même registre. Alors, au niveau de la séquence d'enchères, on va quand même regarder parce qu'elle est intéressante. Donc, votre partenaire a ouvert d'un carreau et vous avez 19 points d'honneur absolument énormes. Vous avez dit un cœur et votre partenaire dit un pique. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Voilà, une quatrième couleur forcing, alors sauf si vous jouez le double 2. Hein. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence que j'ai donnée sur le double 2 au Bridger il n'y a pas longtemps. Bon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore vous la procurer en différé, hein, donc la vidéo. Bien. Donc à ce moment-là, on dirait 2 carreaux, hein, dans le cadre du double 2. Bon. Alors si on joue standard, on va dire 2 trèfles. Bien. Là-dessus, le partenaire dit 2 cœurs. Donc il a 3 cartes à cœur. Alors, quelle enchère on fait? Ah, là encore, j'ai bien fait de poser la question. Alors, on m'a proposé 3 cœurs, 3 trèfles et 4 trèfles. Alors, on va éliminer rapidement l'enchère de 4 trèfles. Alors pourquoi? Parce que la personne qui m'a proposé 4 trèfles, dans son esprit, c'est clairement une enchère de contrôle. D'accord? Bon. Avec, pour jouer le Schlemmacher. Alors, retenez une phrase très importante. Une enchère avec un saut n'est jamais une enchère de contrôle. D'accord? Bon. Là, bon, 4 trèfles, c'est moyennement répertorié, mais la signification logique de l'enchère de 4 trèfles, ça serait un splinter. Ah, vous voulez dire 3 trèfles, d'accord. Donc, 4 trèfles, on pourrait imaginer que ce soit un splinter, singleton trèfle, agréant du coup la tout cœur. Bon, on pourrait imaginer ça, mais en tout cas, sûrement pas un contrôle. D'accord? Bon. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'enchère de 3 cœurs est forcing ou non forcing? Parce que si elle est non forcing, c'est proposition pour en jouer 4. C'est passe ou 4. D'accord? Si elle est forcing, c'est pour jouer 6. Sinon, on dirait 4 cœurs. Est-ce que ça vous paraît clair? D'accord?
Donc, si 3 cœurs est non forcing, on peut évidemment pas dire 3 cœurs, mais si 3 cœurs est forcing, il faut dire 3 cœurs. Donc, la question est, 3 cœurs est-il forcing? Ah, alors tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Il y a des réponses oui forcing et des réponses non forcing. Bon, alors, quelle est la règle? Ah ouais, c'est pour ça que le double 2, c'est quand même tellement plus simple, tellement plus efficace d'une part, et surtout tellement plus simple. C'est quand on joue le double 2, l'enchère de 2 carreaux est forcing de manche. Bon. Les enchères forcing de manche, eh ben, elles ont un immense mérite, c'est que toutes les enchères qui peuvent venir derrière, tant qu'on n'est pas à la manche, elles sont toutes forcing. On n'est pas en train de se poser tout le temps des questions métaphysiques. D'accord? Bon. Alors, si on reste dans malheureusement le cadre classique de la quatrième couleur forcing. D'accord? Bon. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est infiniment plus compliqué, la quatrième forcing, que le double 2. Hein, infiniment plus compliqué. Bon. Justement à cause de ça. Alors, la règle de la quatrième couleur forcing, c'est que quand elle est économique, ce qui est le cas là, si elle est chère, déjà elle est forcing de manche. Bon, ça simplifie les choses. Bon. Là, elle est économique. Donc, quatrième couleur économique égale non forcing de manche. Quels sont les cas où on peut s'arrêter? Alors d'abord, rappelons qu'elle est auto-forcing. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit deux trèfles, on n'a pas le droit de passer sur l'enchère de l'ouvreur. D'accord? Tant qu'elle est en dessous de la manche, évidemment. S'il dit 300 à tout, on a le droit de passer. Donc, quand il dit deux cœurs, on n'a pas le droit de passer déjà. Bon. Et la règle est la suivante. C'est que l'enchère du répondant, c'est-à-dire la sixième enchère de la séquence, sera non forcing si et seulement si elle se fait au palier 2. D'accord? C'est-à-dire que sur deux cœurs, je ne peux pas passer et je n'ai que deux enchères non forcing qui sont 2 piques et 200 atouts. Ça vous va? Voilà. Toutes les enchères au palier de 3 sont forcing de manche. Ok? Bon. Mais c'est compliqué. Voilà. Donc, ça serait bien de vous mettre au double 2. Voilà. Parce que le double 2, moi, je trouve que ça simplifie les choses. Surtout sur deux carreaux. Deux trèfles, peut-être un peu plus complexe. Mais en tout cas, sur deux carreaux, tout est beaucoup plus simple parce qu'on est en situation de forcing de manche. Comme ça, on n'a pas toujours en train de se poser la question, est-ce que c'est forcing ou pas? Alors, qui joue le double 2? Le double 2, ça fait partie des conventions que quasiment tout le monde joue à haut niveau. D'accord? Maintenant, hein, la plupart des gens, en tout cas des perfités de haut niveau, jouent le double 2. D'accord? Bon. Et puis, donc du coup, ça, mais toujours pareil, les conventions, ça met toujours un petit peu de temps à se diluer. Ouais, ouais, voilà. Bon, donc, elles sont jouées au début par les meilleurs, et puis après, elles se diluent petit à petit dans le reste de la population. D'accord? Bon. Alors, bien entendu, c'est une convention qui nécessite un minimum de travail, et donc il faut avoir un partenaire régulier pour pouvoir la jouer. Ouais, mais c'est l'éternel problème de toutes les conventions. C'est-à-dire que quand on joue au bridge sans avoir un partenaire régulier, eh bien évidemment, on ne peut pas jouer des systèmes aussi sophistiqués que quand on a un partenaire régulier. Ça, c'est clair. Bien. Alors, donc du coup, l'enchère de 3 cœurs est forcing. Donc si elle est forcing, bah, c'est la bonne enchère. Et si vous dites autre chose que 3 cœurs, vous dites je n'ai pas 5 cœurs. D'accord? Donc 3 trèfles, 3 carreaux, tout ça, c'est des enchères qui veulent dire je n'ai pas 5 cartes à cœur. Voilà. Et quand vous avez 5 cartes à cœur, vous n'avez que 2 enchères, c'est 4 cœurs stop et 3 cœurs le chelem. Bon, au moins espoir. Bien. Donc là-dessus, quand votre partenaire dit 3 piques, c'est donc un contrôle à pique. Hein, parce que l'enchère de 3 cœurs vient de fixer la tout cœur. On va jouer à la tout cœur. D'accord? Bon. Donc 3 piques contre la pique. Vous dites 4 trèfles contre la trèfle. Votre partenaire dit 4 carreaux contre la carreau. Bon. Je propose de poser le black hood. Et votre partenaire répond donc 5 cœurs. Et comme on n'est pas en zone de grand chelem, puisque il a quand même une ouverture, quand il dit 2 cœurs, il y a une ouverture de première zone. Hein. Bon, donc on n'est pas dans la zone du grand. Et donc je vous propose de vous contenter de 6 cœurs. Bien. Et l'adversaire entame du valet de trèfle, et votre partenaire vous étale une main absolument magnifique, dans le cadre de ce qu'il a promis, c'est-à-dire As-3, As-3. Et résultat des courses, vous comptez 5 levées de cœur, 3 levées de trèfle, ça fait 8, As-3, As-3, 10, 12. Bon, 12 levées, 2 têtes. Ok? Bien. Mais si vous regardez le petit truc en dessous du panneau 2, là, vous jouez en tournoi par paire. Donc votre objectif, votre mission, si vous l'acceptez, va être de faire 13 levées.
Et comme ça ne paraît pas complètement limpide. Hein. Où est-ce qu'on va pouvoir faire 13 levées? Parce qu'évidemment, il y aurait les carreaux 3-3, mais on ne peut pas affranchir un carreau. Si on veut donner un carreau aux adversaires, on ne risque pas de faire 13 levées. Alors, en fait, au bridge, il y a 3 façons principales de créer des levées. C'est créer des levées d'honneur, en gros faire des impasses, ouais. Des levées de coupe et affranchir des longues. D'accord? Bon. Ça, c'est les 3 façons habituelles de créer des levées en plus des levées d'honneur qu'on a. Bien. Alors là, est-ce que je peux faire une levée de coupe? Alors, il faut faire des coupes de la main courte. Hein. Coupe de la main longue, si je coupe un pic, ça ne m'amène pas de levée quelque part. Non? Parce que je ne ferai que 5 levées d'atout. J'aurai plus que 4 atouts après. Hein. Donc 4 atouts plus une coupe, c'est comme faire 5 levées d'atout. Ça n'amène rien. Bien. Donc, je n'ai pas de levée de coupe. Est-ce que je peux affranchir une longue? Bah non, parce que je n'ai pas d'affranchissement par la coupe possible. Parce que, oui, mais couper un carreau, comment je fais pour couper un carreau, moi? Je ne peux pas couper un carreau. Je ne peux pas défausser un carreau de ma main sur un trèfle de ma main. Oui, mais défausser un carreau sur la dame de trèfle, je défausse un carreau du mort sur la dame de trèfle. Et je me retrouve avec 3 carreaux de chaque côté. 3 carreaux de chaque côté, je ne peux pas couper un carreau. Il faudrait que je défausse un carreau de ma main sur ma dame de trèfle. Ça, c'est totalement interdit par le règlement. D'accord? Bien. Donc, je n'ai pas de levée de coupe. Bien. Alors, pas de levée de coupe, pas d'affranchissement, pas d'impasse. Donc, aucune des 3 façons habituelles de créer des levées n'existe. Bien. Alors, il y a 2 autres façons de sortir des levées du néant. C'est la coupe et défausse. D'accord? Ça me permet de faire une coupe de la main courte que je ne pouvais pas faire moi-même, coupe et défausse, en fait. Hein. Ça revient à ça. D'accord? Bon. Alors, le problème, c'est que coupe et défausse, il faut donner la main aux adversaires pour qu'ils jouent coupe et défausse. Bon. Donc, quand je veux faire 13 levées, je ne vais pas faire 13 levées sur une mise en main. Vous êtes d'accord? Donc, j'oublie la coupe et défausse. Et la deuxième méthode magique pour sortir des levées du néant, c'est les squeezes. Hein, c'est le thème de la matinée. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un squeeze? C'est un adversaire et un seul garde 2 couleurs. Bon, alors, on va regarder les carreaux. Si les carreaux sont 3-3, mes 2 adversaires sont capables de me prendre le 3e tour de carreau. Et ça, si les 2 sont capables de prendre le 3e tour de carreau, il n'y a pas de squeeze. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, il faut que les carreaux soient partagés 4-2, ou 5-1, ou 6-0, enfin au moins 4-2. Parce que si les carreaux sont partagés 4-2, celui qui en a que 2 ne peut pas me capturer le 8 du mort. Parce que ces 2 carreaux vont tomber sur As-3. Donc, celui qui en a 4 de l'autre côté est le seul qui peut me capturer le 8 du mort. Ouais. Alors maintenant, les piques. Quel est le partage le plus probable des piques? Ils en ont 7. 4-3. D'accord? Et si les piques sont 4-3, qui est le partage le plus probable, les 2 adversaires sont capables de me capturer le 4 de pique. Et donc, du coup, ça ne va pas marcher, parce qu'il y en a un qui va garder les carreaux, et puis il va jeter ses piques, et puis l'autre qui va garder les piques, et puis comme ça, ils auront gardé une couleur chacun. S'ils gardent une couleur chacun, pas de squeeze. Si les piques sont 5-2, alors là, par contre, il y en a un qui peut être victime du squeeze. Parce que si les piques sont 5-2, celui qui en a 5 est le seul capable de me capturer le 4 du mort. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Alors, le problème, c'est que les piques 5-2, déjà, c'est pas extrêmement probable. Il faudrait en plus que celui qui a 5 piques, ce soit le même joueur que celui qui a 4 carreaux. Peu probable. Alors, quelle manœuvre je vais pouvoir faire pour augmenter mes chances qu'un squeeze se produise?
Là, c'est plus technique déjà. Vous voyez, le premier squeeze, la première donne, c'était un squeeze purement automatique, je n'avais rien à faire, juste à taper mes cartes maîtresses. Le reste se faisait tout seul. Celui-là, il est déjà un petit peu plus compliqué. Il faut déjà mieux connaître les techniques du squeeze. Mais vous allez voir, ce n'est pas non plus si sorcier que ça, hein. Voilà. Je vais couper un pic. Alors, c'est une coupe de la main longue qui, en elle-même, ne me sert strictement à rien. Mais elle va avoir un effet, cette coupe à pic. C'est que mes adversaires des piques, ils en ont que 7 hein, à eux deux. D'accord? Quand j'aurai joué As de pique, Roi de pique et pique coupé, d'accord? Il deviendra impossible que les deux adversaires puissent me prendre le 4 de pique. Voilà. Pour ça, il faut qu'ils aient 4 piques chacun. Oui, pour qu'ils aient encore du pique tous les deux. Quand j'aurai joué As de pique, Roi de pique et pique coupé, pour qu'ils aient encore du pique tous les deux, il faudrait qu'ils en aient eu 4 au début, tous les deux. Ils ne peuvent pas en avoir 4 au début, tous les deux, parce qu'ils en ont que 7. Ouais. Donc, quand j'aurai joué As de pique, Roi de pique et pique coupé, il n'y aura plus qu'un seul adversaire capable de me capturer le 4 de pique. Et si cet adversaire est également celui qui a 4 cartes à carreau, il va se retrouver le seul à être capable de me capturer le 4 de pique et de me capturer le 8 de carreau. Et donc, il sera la victime désignée d'un squeeze. Alors, exécution. Regardez, en temps de trêve, je le prends. Bon, je tire les atouts, évidemment. Bon, 3 tours. S'il fallait 4 tours, il faudrait 4 tours. C'est pas très grave. Bien. Donc là, mes adversaires n'ont plus d'atouts. OK? Et l'autre jette un trèfle. Bon, ça m'intéresse pas. Et maintenant, à ce stade, je joue As roi de pique et pique coupé. OK? Donc, il y a 6 des 7 piques de mes adversaires qui tombent. Ça va? Donc, il n'en reste plus qu'un. Donc, il n'y a plus qu'un seul pique dehors qui est plus gros que le 4. Voilà. Et maintenant, j'applique la règle dont on a parlé à la première donne. C'est-à-dire que j'encaisse mes cartes maîtresses dans les couleurs pleines. C'est quoi les couleurs pleines? Les trèfles et mon dernier atout. Et mon dernier atout. Donc, alors dans n'importe quel ordre, hein, pas d'importance. Bon, j'encaisse les trèfles avant, mais je pourrais commencer par le cœur, hein, c'est totalement équivalent. D'accord? Donc j'encaisse mes trèfles. Alors déjà, vous voyez, il y a un petit carreau qui dégringole. Bon, je jette un carreau du mort qui ne me sert à rien. Et on se retrouve dans cette position-là. D'accord? Bien. Alors, c'est ce qu'on appelle là une position imparfaite parce que le squeeze ne fonctionne que contre l'adversaire de gauche. Si c'est celui de droite qui a les carreaux et les piques, le squeeze ne va pas marcher parce que je vais être obligé de défausser du mort avant lui. Mais si le dernier pique et les carreaux sont à gauche, il va être squeezé sur le valet de cœur. Regardez. Quand j'encaisse mon dernier atout, fric, il a le choix entre défausser la dame de pique ou défausser un carreau. S'il défausse la dame de pique, j'adapte ma défausse à la sienne en faisant l'inverse, je jette le carreau et le mort est maître. As-roi de carreau et le 4 de pique. D'accord? S'il défausse un carreau, à ce moment-là, je défausse le 4 de pique et le 8 de carreau fait la dernière levée. Ouais? Vous avez vu le principe? Voilà. Donc là, c'était déjà un petit peu plus technique, mais bon, hein, si vous la regardez à tête reposée tranquillement, vous allez voir que c'est quand même pas si sorcier. Hein. D'accord? Voilà. Hein, donc on a fait une manœuvre technique ça s'appelle isoler la menace. D'accord? Bon, mais à la limite, il n'y a pas besoin de savoir comment ça s'appelle, il faut mieux savoir le faire. Hein. C'est plus efficace que de savoir comment ça s'appelle et pas être capable de le faire. Voilà. Donc isoler la menace, de jouer à deux piques, roi de pique et pique, ça a été pour faire en sorte que les piques ne soient plus gardées que d'un seul côté. Si je n'avais pas fait ça, d'accord, l'autre aurait gardé son troisième pique et l'autre il jette la dame de pique et ça ne libère pas le 4 du mort. Ouais. Et donc le squeeze n'aurait pas fonctionné. D'accord? Alors, on continue. Numéro 3. Alors, vous jouez 600 à tout. Bon, je ne vous ai pas mis la séquence, tellement elle est facile. Et votre adversaire entame du valet de pique. Alors là, c'est pareil, ça va être un petit peu plus technique. Alors, 3 levées de pique et pas une de mieux. 3 levées de cœur et peut-être une de mieux. 3 levées de carreau et peut-être une de mieux. 2 levées de trèfle et pas une de mieux. OK? Bon. Alors, si on résume.
3 piques, 3 cœurs, 3 carreaux, ça fait 9. 2 trèfles, ça fait 11. Donc, vous avez 11 levées, 2 têtes. Bien. Et vous avez déjà gagné votre contrat, même si vous ne le savez pas, si une des deux couleurs rouges est partagée 3-3. N'importe laquelle. Ça va? Bon. Puisque à ce moment-là, votre carreau ou votre cœur est déjà maître. Bon. Alors, on va donc faire l'hypothèse de crainte que les deux couleurs rouges sont mal partagées. Alors, si il y a 4 cœurs d'un côté et 4 carreaux de l'autre côté, vous ne pouvez pas gagner, sauf erreur de l'adversaire qui défausserait de traviole. Bon. Mais enfin, il faudrait vraiment qu'il soit endormi, parce que les 4 cœurs, ils sont au mort, on les voit. Donc celui qui a 4 cartes à cœur, il ne devrait pas en jeter un. Et les 4 carreaux, vous les avez annoncés à la radio, parce que vous avez ouvert d'un carreau. Ouais. Bon. Donc peu probable qu'un adversaire qui aurait 4 cartes à carreau fasse l'erreur d'en défausser un. Bon. Alors, résumons-nous. Si les cœurs sont 3-3, j'ai déjà gagné. Si les carreaux sont 3-3, j'ai déjà gagné. Si les carreaux et les cœurs sont mal partagés, mais qu'ils ont une longue chacun, je ne peux pas gagner. Mais si les cœurs et les carreaux sont mal partagés, mais que c'est le même adversaire qui a les deux, là, je peux gagner. Mais il y a quelque chose à faire avant. Donc là, c'est le petit côté technique qu'il faut connaître si on veut augmenter le nombre de squeezes et ne pas se contenter seulement des squeezes automatiques. Celui-là, il n'est pas automatique. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration de vous montrer, enfin encore que si, on verra à la fin le diagramme qui ne fonctionne pas. Je vais juste vous donner une règle. Tout à l'heure, je vous ai dit, au tout début, vous vous rappelez sur la première donne, je vous ai dit, on est à X levées de la fin, c'est-à-dire qu'il vous reste X cartes, d'accord? Et vous avez X moins 1 levées maîtresse. Donc là, par exemple, on est à 13 cartes de la fin, parce qu'on n'a pas encore joué la première levée, d'accord? Et vous avez 12 levées, X moins 1. 11 levées, pardon. 11 levées, justement, on n'a pas 12, on a 11, d'accord? Donc on est à X moins 2, et pas à X moins 1, d'accord? Donc il faut vous mettre à X moins 1. Vous voyez, 11 levées maîtresse, 13 cartes entre les deux jeux, ça va pas, ça fait 2 d'écart. Et à 2 d'écart, il y a des squeezes qui fonctionnent, mais c'est des squeezes très rares, des squeezes tricolores, des squeezes tremplins, des squeezes remises en main, un tas de bidules comme ça qui sont des trucs très compliqués, donc on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Hein. Ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus technique et beaucoup plus rare, donc c'est moins grave de ne pas les connaître. D'accord? Donc quand on est à deux écarts comme ça entre votre nombre de cartes et votre nombre de levées maîtresses, les squeezes habituels, banals, ne fonctionnent pas. C'est que des positions ésotériques qui fonctionnent. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se mettre à x-1? Alors, il y en a quelques-uns qui ont trouvé. Voilà, il faut donner aux adversaires une levée. La levée qu'on veut bien leur donner. On joue 600 atouts, on veut bien qu'ils fassent une levée. Et cette levée, il faut la leur donner. Alors, qu'est-ce que je peux leur donner comme levée sans que ça me coûte quelque chose? Voilà. Je ne peux pas leur donner un cœur ou un carreau. Si je leur donne un cœur ou un carreau, j'ai plus de possibilité. Déjà, c'est idiot s'ils sont 3-3. Et puis, j'ai plus de possibilité de faire mon quatrième cœur ou mon quatrième carreau. La seule couleur où ça ne me coûte rien de leur donner, je ne peux pas non plus laisser passer le valet de pique, sinon je ne fais plus de levée de pique. Hein. Bon. Donc, la seule couleur où je peux leur donner une levée sans que ça me coûte rien, c'est trèfle. D'accord? Voilà. Et il faut, alors là, c'est pareil, ça a un nom. Hein, tout à l'heure, la manœuvre qu'on a fait en jouant As-3 de pique et pique coupé, ça avait un nom technique, c'était isoler la menace. Bon. Là, ce qu'on va faire, ça a aussi un nom, ça s'appelle réduire le compte. Ouais, bon, alors vous pouvez, ça peut faire bien dans les dîners en ville de prononcer cette phrase-là, mais là encore, c'est mieux de savoir le faire plutôt que de savoir comment ça s'appelle. Bon, mais bon, je vous le dis quand même, pour votre culture bridgesque. Donc, il faut réduire le compte. Réduire le compte, c'est se mettre à -1.
voyez, à une levée enfin, une carte maîtresse de moins que de cartes restantes. D'accord? Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai 13 cartes, 11 levées. On est à 2 d'écart, ça ne fonctionne pas. Il faut que je me mette à une d'écart. Pour me mettre à une d'écart, il faut que je leur en donne une. Et la seule levée que je peux leur donner, c'est un trèfle. Donc je prends l'entame à pique de l'as. Bon, ou de la dame, ça n'a pas d'importance. Et je joue trèfle à blanc. OK? Bon. Mes adversaires font la levée avec la dame, le valet ou le 10. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et maintenant, le compte est réduit. C'est-à-dire que je me retrouve, on n'est plus qu'à 11 cartes de la fin, et j'ai 10 levées maîtresses. 11 moins 10, 1. Donc là, tout est en place. OK? Et à partir de là, je n'ai plus qu'à appliquer la règle dont on a parlé tout à l'heure, qui est j'encaisse mes cartes maîtresses dans les couleurs pleines. Je ne touche pas aux couleurs où il y a des menaces. Vous voyez, les menaces, c'est le 8 de cœur et le 8 de carreau, qui sont des cartes non maîtresses, mais qui menacent mes adversaires de devenir maîtresses s'ils se défaussent dans cette couleur. D'accord? Voilà. Et donc maintenant, c'est terminé. Je n'ai plus qu'à encaisser mes piques et mes trèfles. Et si au départ, un de mes adversaires, n'importe lequel, ça fonctionne contre les deux, possédait à la fois 4 cartes à cœur et 4 cartes à carreau, il ne pourra pas garder 8 cartes quand je vais lui demander d'en garder que 7. Donc l'autre me rejoue n'importe quoi, pique ou trèfle, ça n'a pas d'importance. Je prends, j'encaisse mes 2 trèfles, par exemple, et maintenant, j'encaisse ma dernière carte maîtresse, qui est ce qu'on appelle la squeezante, d'accord? C'est-à-dire celle sur laquelle le squeeze va se produire. Regardez, on est à 8 cartes de la fin. Imaginez qu'au départ, il y en ait un qui est 4 cœurs et 4 carreaux. Il les a toujours. Il a gardé ses 4 cœurs et ses 4 carreaux. D'accord? Mais je vais lui demander d'en garder que 7 quand je vais tirer le roi de pique. Ouais. Et du coup, quand il va garder que 7 cartes, il ne pourra pas garder 4 cœurs et 4 carreaux. Forcément, il va être obligé d'en jeter un. Et du coup, il va me libérer la petite dernière. Voilà la position à la fin. D'accord? Et quand vous jouez pique pour le roi, votre adversaire de droite ne peut pas garder ses 4 cœurs et ses 4 carreaux. Donc il en jette un, et puis du coup, ça vous libère automatiquement la levée de l'autre côté. OK? Voilà. Donc là, il y avait une manœuvre technique qui était la réduction du compte. Alors regardez la position, si jamais je n'avais pas réduit le compte. Ouais, j'avais joué tout pareil, mais sans jouer le coup à blanc à trèfle. On se retrouverait cette fois-ci dans cette position. Et au moment où je joue mon roi de pique, il n'est pas squeezé. Puisque cette fois-ci, on lui demande de garder 8 cartes. Et bien, il garde 8 cartes. Il jette son valet de trèfle. Ouais, et du coup, le squeeze ne fonctionne pas. Il a gardé ses 4 cœurs et ses 4 carreaux. Et il est trop tard, évidemment, pour leur donner un trèfle, parce que s'il joue trèfle, l'autre, il en fait 2. Vous voyez? Voilà. Donc la réduction du compte, c'est ça. C'est-à-dire que si je ne réduis pas le compte et que je suis à 2 levées d'écart entre mon nombre de levées maîtresse et mon nombre de cartes, les squeezes banals ne fonctionnent pas. OK? Vous avez bien vu ça? Voilà. Et là encore, hein, tout ça, c'est tout à fait à votre portée. Hein. On a fait des choses beaucoup moins prestigieuses, mais aussi beaucoup moins difficiles, beaucoup plus difficiles que ça. D'accord? Voilà. La plupart des squeezes, ce n'est pas des manœuvres très complexes. Il faut travailler un peu, il faut réfléchir un peu, il faut regarder, il faut étudier un petit peu les positions de fin de parcours, d'accord? Mais franchement, ce n'est pas du tout quelque chose qui est hors de votre portée. D'accord? Hein. Moi, je me rappelle toujours, enfin, c'est un thème que je fais régulièrement dans mes stages, et le tournoi du soir, donc on fait que des donnes d'application de ça, mais les stagiaires, ils n'en reviennent pas eux-mêmes, hein, du fait qu'ils arrivent à en faire des squeezes. Ouais. Alors, évidemment, toutes les donnes sont des donnes de squeeze. Alors, évidemment, dans la vraie vie, toutes les donnes ne sont pas des donnes de squeeze. Hein. Bon. Mais enfin, des squeezes, je ne sais pas quelle est la statistique, hein, mais... Alors, oui, mais bon, c'est quoi le risque à leur donner un trèfle? Hein, c'est pas, hein, voilà, c'est pas, je contrôle tout, hein, donc je n'ai pas de danger de les voir faire une deuxième levée. Ouais, hein, voilà. Donc faut démystifier un petit peu tout ça, d'accord? Allez, la quatrième.
Alors, un pic passe-passe. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais bon. Une fois qu'on le sait. Alors, un pic passe-passe. La petite révision sur le réveil. Par quoi on réveille cette main-là? Alors, attention, hein. Le réveil à 2 trèfles est limité à combien? À 13. Le réveil à 3 trèfles est limité à combien? À 13 aussi. D'accord? Bon. Alors en plus, j'ai 14 qui en valent bien 15 ou 16. Hein. D'accord? Bon. 6 trèfles mètres et l'as de carreau, il y a quand même 7 levées à moi tout seul. Hein. Bon. Bien. Donc ça, c'est quand même plus que 14 points. Bon. Donc du coup, je suis trop fort pour réveiller par 2 trèfles ou par 3 trèfles. OK? Bon. Donc je réveille par contre toute distribution, en sachant que je nommerai les trèfles au tour d'après. Et ma couleur est suffisamment belle pour que je ne sois pas inquiet à l'idée de nommer les trèfles au palier de 3. Bien. Donc je réveille par contre. Mon partenaire dit 2 cœurs comme prévu. Donc, je dis 3 trèfles. Et cette enchère de 3 trèfles promet donc au moins 14 points avec des trèfles. D'accord? Si possible 6, bon, de temps en temps 5. Au palier de 3, il vaut mieux en avoir 6, mais enfin, bon. Alors, là-dessus, mon partenaire fait un cubide à 3 piques. Donc, qu'est-ce qu'il cherche quand il fait un cubide à 3 piques? Voilà, il cherche la répique pour jouer 300 atouts. Bon. Et la répique, je ne l'ai pas du tout. Alors, qu'est-ce que je fais sur le contre? Vous voyez, l'adversaire a contré. Hein. Alors, donc, évidemment, on ne peut plus jouer 300 atouts, parce que visiblement, on arrête les piques ni l'un ni l'autre. D'accord? Bon. Et puis contre, ça veut dire qu'il a un gros honneur à pique, donc les piques, c'est clair qu'on n'a aucune chance de pouvoir jouer 300 atouts. Bon. Alors maintenant, 4 trèfles, je trouve ça un peu pessimiste. C'est un peu pessimiste. Pas faux, il n'y a, a pas mort d'homme. Mais mon partenaire risque d'avoir peur de perdre un atout et 2 piques, quoi. D'accord? Bon, moi j'ai les trèfles maîtres. Hein. Bon, ça, mon partenaire, il ne sait pas que j'ai les trèfles maîtres. D'accord? Donc je trouve ça un petit peu pessimiste. Et on est vulnérable en match par 4, on n'emploie pas les manches. Et je vous propose de dire 5 trèfles. Bon. Là-dessus, l'adversaire entame du valet de pique. Et le mort s'étale. Alors là, pour revenir à la remarque, je crois, de Catherine tout à l'heure, euh, quelle est la première chose à faire? Voilà, comptez les points, parce que là, les adversaires ont participé à la séquence. OK? Alors, le mort a 11. Moi, j'ai 14. Ça fait 25 à eux deux. Et mon adversaire de droite possède un gros honneur à pique. Probablement l'as, puisque l'autre a entamé du valet. OK? Bien. Et Ouest a ouvert. Bon. Donc, si sur les 14 points, Est possède un gros honneur à pique qui est probablement l'As, ça veut dire que Ouest a tout le reste. Jusqu'au moindre valet. Tu vois? Bon. Alors, le roi de carreau, il est où? À gauche. Le roi de cœur, il est où? À gauche. Mais le problème, c'est que moi, il faut que je fasse 11 levées. Si levé de trèfle, l'as de carreau, 7. As dame de cœur, 9. Ça suffit pas du tout, du tout. Alors, le début, entame valet de pique. Bon, t'es un petit, petit, petit. Pique, la dame, l'as. Ok? Bien. Et votre adversaire vous rejoue évidemment carreau.
Alors, vous jouez 5 trèfles, vous avez perdu les 2 premières levées et vous savez que le roi de carreau est à votre gauche. Donc, mettre petit carreau, c'est abandonner définitivement le combat. Hein. Bon. Donc, je vous propose de mettre l'as de carreau. Mais alors maintenant, il faudrait que je fasse 4 levées de cœur. 4. Et ça, c'est théoriquement impossible. Je peux en faire 3 en faisant la double impasse à roi-valet. D'accord? Mais 4. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce qu'il faut que mon adversaire de gauche possède pour que je puisse gagner ce coup-là? Non, c'est pas une histoire de 9 de cœur. 9 de cœur, je joue pas. Donc déjà, avant de penser à faire 4 levées de cœur, il faut déjà penser à en faire 3. Hein. Bon, pour en faire 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, la double impasse à roi-valet. Donc cœur le 10, d'accord? Et après, cœur la dame. Mais ça m'amène qu'à 3 levées. Ouais. Et le 5 de cœur, il ne sera jamais maître dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que les cœurs, mes adversaires, ils en ont 7. Donc, mettons 4 d'un côté et 3 de l'autre, ou 5-2, peu importe. Hein. Bon. Et au 4e tour, le 5 de cœur ne peut pas être maître. Il y a forcément un de mes adversaires qui a 4 cartes à cœur. Ouais. Et comme ils ont le 9, le 7, le 6, tout ça ne peut pas tomber en même temps que roi-valet, donc le 5 ne sera pas maître au 4e tour. Alors, jouer le 8 en premier, ça ne sert à rien. Hein. Si mon adversaire a roi-valet 9, 4e, il met le 9 sur le 8, hein, il couvre. Hein. Donc le 8 n'a pas d'importance, il ne joue pas le 8. Si je joue le 8 et que l'adversaire a roi-valet 9, 4e, il met le 9. Et ça ne me sert à rien, le 5, ça ne libère pas le 5 du mort. Ouais, il faudrait que j'ai le 7. Mais le 5, c'est trop petit. Puis à la limite, même s'il avait roi-valet 9, 4e, et que sur le 8, il mettait petit, et que je mettais petit du mort, et que je fasse la levée du 8, ça ne me sert à rien. Je rejoue cœur le 10, mais après, je ne peux plus refaire l'impasse au roi. Voilà, c'est Jacques qui a trouvé. Je peux gagner si West a 4 cartes à cœur. Parce que s'il a 4 cartes à cœur, il va être le seul capable de me capturer le 5 de cœur, et également le seul capable de me capturer la dame de carreau. Parce que je sais qu'il a le roi. D'accord? Bon. Alors attention au timing maintenant. Imaginons que j'enlève les atouts. Ouais. Et que je joue cœur le 10. Je vais me retrouver au mort. Et je ne sors plus du mort. Donc ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Je commence par jouer. Alors, je pourrais jouer 2 coups d'atout. Bon, parce qu'il m'en resterait. L'important, c'est qu'il m'en reste un au mort pour que je puisse rentrer chez moi. Bon, enfin, ça ne sert pas grand-chose non plus. Donc, je joue tout de suite un petit cœur pour le 10. Bon, je vais faire la levée. Hein. L'autre, il n'a pas ouvert à 10 points normalement. Hein. Bon. Donc, de toute façon, c'est indispensable. Si le valet de cœur est derrière et qu'il a ouvert à 10 points, de toute façon, je suis mort. Hein. Bon. Donc, je joue cœur le 10, je fais la levée. Alors maintenant, j'enlève les atouts. D'accord? Et je tire quelques coups d'atout. Bien. Et on se retrouve dans cette position-là.
OK? Alors, on est à 5 cartes de la fin, et j'ai bien 4 cartes maîtresses, puisque je sais que l'impasse à cœur marche. Donc, 2 atouts et As-Dame de cœur, ça fait 4. Donc, on est bien à -1. 5 cartes de la fin, 4 cartes maîtresses. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'applique la règle de base, j'encaisse mes cartes maîtresses dans les couleurs pleines. Seule couleur pleine, les trèfles. Bien. J'encaisse le 10 de trèfle, qu'est-ce que je jette du mort sur le 10 de trèfle? Voilà, le valet de carreau. Il n'y a pas besoin de garder la dame et le valet, hein, un seul. Donc je jette le valet de carreau. Mon adversaire défausse son dernier pic. Ouais. Et on se retrouve à 4 cartes de la fin. Qu'est-ce qu'il lui reste à suite gauche? Dans l'hypothèse où il avait bien 4 cœurs au départ. On est à 4 cartes de la fin. C'est quoi ces 4 cartes? Le roi de carreau, sec, et roi valet de cœur, troisième. Vous êtes d'accord? Ça. Qu'est-ce qui défausse sur le 3 de trèfle? Toujours pareil. S'il défausse le roi de carreau, je jette le cœur du mort, cœur la dame, as de cœur et la dame de carreau qui est bonne. Et s'il défausse le 9 de cœur, je défausse la dame de carreau, j'adapte, hein, je défausse l'inverse de lui. D'accord? Voilà. Et après, cœur la dame, as de cœur et le 5 de cœur est maître. D'accord? Alors vous remarquez que ça n'aurait pas fonctionné s'il y avait eu 4 cœurs à droite. Parce qu'à ce moment-là, suite gauche aurait gardé son roi de carreau, et suite droite aurait gardé 3 cartes à cœur. Et mon 5 de cœur n'aurait forcément pas été maître à la fin. Il aurait forcément eu le 6 ou le 7, ou le 9, n'importe lequel, qui soit plus gros que le 5. Est-ce que vous avez vu ça, hein? Pour qu'un squeeze fonctionne, il faut que ce soit un seul adversaire qui garde les deux. D'accord? Bon. Alors, ça aurait marché dans l'hypothèse où Est aurait fait une bêtise et aurait jeté un cœur dans 4 cartes, évidemment. Bon, ça arrive. Hein. Les adversaires qui font des bêtises, tant mieux. Hein. Bon. Mais d'un point de vue purement théorique, si vous jouez contre Lorenzini, Rombaud ou B6 Volcker, vous ne gagnerez que s'il y avait 4 cœurs à gauche. Parce que celui de droite, évidemment, garderait ses 4 cœurs au départ. D'accord? Vous avez vu ça? Voilà. Donc, c'est pas si compliqué. Il faut travailler un petit peu, hein, voilà. Mais c'est franchement, voilà. Alors, vous avez une vidéo sur Amour du Bridge qui vous reparle de tout ça en long, en large et en travers. N'hésitez pas à aller la regarder. Il y a des exercices aussi d'application derrière. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et vous verrez que ça va se démystifier au fur et à mesure. Et que très sincèrement, les squeezes comme ça, ce n'est pas des manœuvres si compliquées que ça. Que vous êtes tous capables de faire ça. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, cette saison de nouvelles formules de cours à distance, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a bien plu. Donc, on continue la saison prochaine, même si on n'est plus confiné. Hein, voilà. Donc, moi, je vais continuer à donner des cours comme ça, donc le lundi matin. Donc, si vous n'êtes pas libre le lundi matin, vous pouvez quand même vous les prendre, sachant que vous avez les vidéos derrière, évidemment, comme d'habitude. Et puis, donc, je ne donnerai plus le cours le mercredi soir. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, puisque je n'avais pas beaucoup de monde, et la plupart qui n'étaient pas libres le lundi matin, ils le suivaient en différé, donc ça ne me portait pas grand-chose, en fait, de faire 2 séances en live, je dirais. Voilà. En revanche, je ferai quelque chose, mais le jeudi soir, bon, ça m'arrange mieux que le mercredi. Donc, le jeudi soir, je ferai des duplicates commentés. Voilà, donc on va profiter de Real Bridge. Donc, on fera un tournoi, un duplicate, enfin en IMP, disons, hein, bon, par paire, mais en IMP, de 16 donnes, d'accord, qui seront donc évidemment des donnes préparées, mais sans thème, hein, avec plein de trucs variés. Et à la fin, on fera un petit zoom, comme on fait là, et on commentera quelques-unes des donnes, et vous pourrez poser évidemment vos questions si vous en avez sur les donnes qu'on a jouées. Et puis vous aurez évidemment un polycopié PDF avec le commentaire des 16 donnes qu'on aura joué dans la soirée. Voilà. Donc ça sera un autre produit, rien à voir avec les cours. Hein. Donc vous pouvez faire les deux.
Voilà. Et on mettra tout ça avec le même principe donc d'achat en ligne sur Amour du Bridge. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vais en voir bientôt certains d'entre vous en stage, donc soit à la Palmyre, soit au Golfe, soit à Kerbeuse. Je ne peux même plus vous faire de la pub pour vous inciter à vous inscrire parce qu'ils sont complets tous les trois. Voilà. Sinon, il en reste par contre qui ne sont pas complets à la rentrée. Donc début septembre à Sainte-Maxime, donc un petit hôtel qui est vraiment très sympa au bord de l'eau. C'est une belle région, on fait des belles visites. Il y a beaucoup de golf si jamais vous êtes golfeur aux alentours. Donc c'est vraiment une voilà, petite semaine de vacances sympa. Alors vous pouvez faire la version courte aussi sur 4 jours seulement au lieu de la semaine. Et puis les 2 voyages qu'on va pouvoir enfin reprendre. Ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas pu partir. Enfin, par le ci, on avait réussi à partir au Monténégro en septembre dernier, mais vraiment en s'infiltrant dans la petite brèche qu'on nous avait laissée. Donc, à Majorque au mois de septembre et en Crète au mois d'octobre. Parce que la Crète, moi j'ai un souvenir extraordinaire de la Crète, je suis allé il y a très longtemps. Mais j'avais adoré, mais j'y étais allé en plein été. Et alors, la Crète au mois d'août, c'est beau, hein, mais c'est limite intenable, hein, tellement il fait chaud. Donc, par contre, au mois d'octobre, là, ça devrait être la bonne période avec des températures un petit peu plus humaines pour un Breton comme moi, qui a un petit peu de mal quand il fait 40, 42 à l'ombre. J'ai un petit peu de mal. Voilà. Donc, je pense que ça va être vraiment un voyage sympa. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Amour du Bridge tous les détails, les programmes, les visites, les machins, les tarifs. C'est pas cher en plus, la Crète, hein. Vraiment, c'est un prix très attractif parce que c'est. Je sais plus, c'est 1100 et quelques euros pour le voyage, enfin, tout compris. Enfin, il faut rajouter le bridge, mais l'avion, l'hôtel, 4 étoiles et machin. Et en plus, vraiment, c'est un endroit magique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Alors, il y en a encore pas mal parmi vous qui ont du crédit, hein, puisque, bon, en plus, avec la semaine de décalage qu'on a eu, donc qui ont déjà réglé les premiers cours de septembre. Donc, si vous êtes un peu paumé dans votre truc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous dirai exactement où vous en êtes. Voilà. Et puis, bah, merci pour tout, et puis à bientôt. Voilà. Au revoir.